Bien, bonsoir à tous. Merci tout d'abord d'être venu participer à cette première séance du nouveau séminaire de la Fondation Gabriel Péri sur le thème médias et émancipation. Ce soir donc avec comme premier invité Dominique Cardon, qui est sociologue spécialiste du numérique et d'Internet. Alors avant de lui laisser la parole, je voudrais juste résumer en 2 mots l'axe central de ce séminaire, qui est simplement d'interroger nos usages des médias, plus particulièrement des médias numériques. Il s'agira de questionner au cours des différentes séances la double nature d'Internet et des réseaux sociaux. Double nature parce qu'évidemment ce sont des médias libérateurs de la parole publique, et en même temps, évidemment, nous le savons, des médias dominés aujourd'hui par des géants capitalistes, qui ont pour nom Google, Amazon, Facebook, Apple. Et donc évidemment cette domination induit des usages particuliers qui vont plutôt dans le sens de la perpétuation du règne de la marchandise que dans le sens de sa subversion. Tout ça pour dire que les usages émancipateurs qui vont nous intéresser dans ce séminaire, pour une large part, sont encore à construire et à identifier sur la base de la critique des usages dominants. Une critique qui suppose bien sûr d'abord de maîtriser les arcanes du numérique, de décrypter ses logiques, son fonctionnement, et en particulier le fonctionnement des algorithmes, ces calculateurs auxquels Dominique Cardon a consacré son dernier ouvrage « À quoi rêvent les algorithmes ». Les algorithmes qui permettent donc aux professionnels du marketing, aux publicitaires, d'observer nos comportements sur la toile, de les tracer et finalement de nous enfermer peut-être dans la reproduction de nos comportements passés et finalement dans un rôle de consommateur. Voilà, je laisse la parole à Dominique pour qu'il nous dise un peu comment reprendre un peu de pouvoir, voire même comment reprendre le pouvoir, ce serait même mieux, dans ce qu'il appelle lui-même la société des calculs. Bien, alors, peut-être j'essaie, ou peut-être je prends ce micro là, on va se partager le micro, ce sera très bien. Voilà, donc bonsoir. Alors, c'est un plaisir d'être là, en même temps c'est un petit peu, c'est toujours un peu difficile parce que l'objet dont je vais vous parler est quand même un peu ardu, sans doute inquiétant, et que par ailleurs, c'est vrai que si votre séminaire est sur les médias, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du média Internet, de la publication, des réseaux sociaux, mais c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc vous attaquez le séminaire par une question très, très dure et très mathématique. Bon, mais c'est un défi. Alors peut-être, je vais essayer de vous dire brièvement donc ce que j'ai essayé de faire. Et surtout de rendre pédagogique, parce que une partie de la discussion, enfin de l'objet en tout cas de ce livre, c'est de essayer de montrer qu'il ne faut pas laisser la question des algorithmes aux informaticiens, et que c'est un objet du débat public, c'est un objet qu'il faut politiser, c'est un objet qu'il faut discuter, critiquer, et peut-être faut-il aussi s'en servir. C'est-à-dire que j'ai une position qui, vous allez voir, n'est pas du tout hostile au principe de l'algorithme et du calcul, que même, comme le disent beaucoup de statisticiens ou il faut utiliser des algorithmes contre les algorithmes. Et que l'autre option qui serait de se défaire complètement de leur monde me semble plus complexe, même si évidemment elle n'est pas sans intérêt. Alors peut-être je vais essayer. Ça va être un défi. Je vais essayer de vous dire en gros ce que sont les algorithmes, pourquoi ça devient un sujet de débat fort, et là ça dépasse complètement la question des médias, mais je pense que ça concerne des questions politiques assez importantes. Et puis ensuite essayer de vous proposer quelques éléments d'interprétation très très globaux et très généraux, en évitant, mais peut-être faites-moi des signes, soit d'être trop abstrait dans la théorie, soit d'être trop technique dans les mondes du calcul et de l'Internet, ce qui peut aussi être perdre un petit peu. Bon, algorithme, c'est un vieux terme qui date du XVIe siècle, c'est un terme arabe,
qui a été ensuite réutilisé complètement par les informaticiens et qui du coup aujourd'hui appartient au monde de l'informatique, qui désigne en fait une suite d'instructions qui procèdent à des calculs. Hein. Alors, c'est pas simplement un calcul ou bien une formule mathématique, parce que c'est, pour ceux qui connaissent le langage informatique, c'est des instructions logiques dans lesquelles on commande une série de calculs les uns après les autres, on vérifie, la question de la vérification est toujours centrale, puis à la fin on aboutit à un résultat. La meilleure métaphore pour présenter ce qu'est un algorithme en informatique, c'est la recette de cuisine. Une recette de cuisine, il faut mettre des ingrédients en entrée, c'est les données. Ensuite, il y a un certain nombre d'instructions à suivre, et il vaut mieux les suivre dans l'ordre, parce que si vous commencez, enfin vous voyez l'idée, si vous commencez à battre les œufs mais que vous n'avez pas séparé les blancs et les jaunes, bon, ouais, ça pose des problèmes. Donc il y a bien cette idée qu'il faut les suivre dans l'ordre et qu'à la fin on a quelque chose. Et ça, dans la conception informatique de l'algorithme, c'est très central, c'est qu'à la fin on a un résultat. La logique de l'efficacité et de la vérification, de la boucle de vérification est très centrale dans l'algorithme. Ça, c'est ce que les informaticiens appellent algorithme. Alors, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, d'une certaine manière, la popularité qu'a acquise le terme, elle est très liée au fait qu'on est en train d'appeler algorithme tous les calculateurs qui appartiennent à notre monde social. Et des calculateurs, il y en a évidemment énormément dans le monde numérique et dans l'informatique, mais il y en a de plus en plus un peu partout. Alors d'abord parce que le numérique est en train de plus en plus de se glisser dans la société à travers toute une série d'objets communicants, de captures, de déplacements, de trafic, d'outils que vous avez dans votre poche qui envoient des signaux et qui produisent de la trace, et toute une série d'informations numériques qui ne cessent de se multiplier. Et cette multiplication des données, on l'appelle big data dans le jargon actuel. Et puis on est en train de découvrir, et je pense que politiquement c'est un enjeu qui est assez central, qu'en fait il y a aussi des algorithmes qu'on n'appelait pas algorithmes, qu'on appelait modèles ou qu'on appelait systèmes, aussi dans plein d'espaces sociaux. Celui qui affecte les élèves à telle ou telle école, les enseignants à tel ou tel rectorat, celui qui produit toute une série de décisions, enfin qui calcule la fiscalité. Enfin voilà, il y a aussi des algorithmes publics, hein, c'est un enjeu important, et auquel sans doute il faudrait soumettre, mais je le garde pour la partie plus politique, aux mêmes exigences de transparence, de vérification que les algorithmes du web. Alors, mais je vais sur mon sujet qui est plutôt le web et les algorithmes du web. L'argument un peu central est de dire que dans l'espace public traditionnel, alors je vais dire de la radio, de la télévision et de la presse, toute la sociologie du journalisme a montré que les journalistes, éditeurs, documentalistes aussi, jouaient une fonction qu'on appelle gatekeepers, de portier ou de gardien de l'espace public, parce que d'une certaine manière, la société leur confie la responsabilité de faire pour nous, citoyens, les choix de hiérarchisation de l'information. D'abord de décider ce qu'est une information et ce qui ne doit pas être une information, et ensuite de produire la hiérarchie de l'agenda des préoccupations publiques qui vont ensuite être manifestées dans les priorités du journal télévisé, de la une ou pas la une de la presse, etc., etc. Alors cette fonction de gatekeeping, de gardien, elle est aujourd'hui en partie, dans le monde numérique, effectuée par des techniques calculatoires que l'on appelle les algorithmes. Sur le web, nous naviguons, 95% de nos navigations se font sur 0,03% des contenus du web. Donc en fait, nous avons l'impression de nous perdre dans le web. En réalité, nous naviguons dans un micro espace informationnel, qui est déjà énorme, mais qui est en fait une toute petite partie des potentialités informationnelles auxquelles nous pourrions accéder grâce au web. Et si nous naviguons sur si peu d'informations, c'est parce que des calculateurs nous y ont guidés, le calculateur central étant évidemment le moteur de recherche de Google, puisque nous arrêtons bien souvent, hein, et une première tâche éducative serait d'aller voir les pages 2 ou 3, mais nous arrêtons au premier lien de la première page, sans aller voir la deuxième page et surtout sans mettre beaucoup de mots-clés. Hein. La ruse, je dis ça comme un truc éducatif, mais ce qu'il faut faire avec un moteur de recherche, c'est lui mettre beaucoup de mots-clés. C'est d'abord des recherches, des requêtes denses. Alors, l'algorithme de Google nous oriente vers tel ou tel type
d'informations. Le newsfeed de Facebook, c'est-à-dire le fil d'actualité qui calcule les informations que nous voyons passer, est lui aussi soumis à un calcul qui va privilégier certains types de liens par rapport à d'autres en fonction de la densité des échanges que nous avons avec nos amis. Plus on a d'échanges avec telle ou telle personne sur Facebook, j'écris sur sa page, il écrit sur ma page, plus il y a de chances que je vois l'information passer sur le newsfeed. Ça, c'est la règle officielle, mais on ne sait pas, ce n'est pas des règles officieuses. Et si Facebook aussi ne pousse pas, ou en tout cas, les techniques calculatoires mises en place par Facebook ne contribuent pas à pousser certains contenus. Donc, tweeter, retweeter, liker sur Facebook, les systèmes de recommandation tous les sites culturels, les systèmes de notation et d'avis sur les produits des sites de commerce en ligne, et puis grande partie du marché publicitaire du web, tous ces éléments sont aujourd'hui soumis à des calculs. Et notre attention, nous ne disposons que d'une attention limitée, en fait, face à l'abondance informationnelle. Notre attention est en partie guidée, conduite par ces artefacts calculatoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais alors, sachant que je vais dire des choses très générales, je sais pas, mais enfin, je vais essayer d'être bref pour qu'on garde plus de temps pour la discussion et qu'on aborde évidemment des choses que je n'aurais pas évoquées. Moi, je défends une position assez paradoxale qui est que, avec l'arrivée dans le débat public du mot algorithme et de la représentation de plus en plus forte que nous avons du fait que nous sommes calculés dans nos conduites, que notre attention est guidée par des calculs. On a deux discours très opposés dans le débat public que je caricature, mais on a un discours très très euphorique qui est tenu par les promoteurs, prophètes des big data, qui est de dire c'est formidable, le calcul d'abord c'est mieux que l'humain. Quand les gens un peu scientistes disent c'est mieux que l'humain, ils entendent par ça fait moins de fautes, c'est moins soumis à des intérêts, c'est plus impartial. Il n'y a pas cette fragile subjectivité humaine qui fait que, effectivement, dans beaucoup de situations, une procédure calculatoire qui calcule de la façon la plus, je vais mettre 30 guillemets, neutre possible, fait sans doute beaucoup moins d'erreurs que les jugements humains. Alors il y a toute une partie comme ça de dire que finalement avec le calcul on ferait des choses beaucoup plus pertinentes. Google ne cesse de dire que sa voiture automatique qui se conduit toute seule n'a eu qu'un seul accident. Et cet accident, c'est à cause du fait qu'elle avait été reprise en reprise manuelle par un conducteur. Voilà. Donc c'est toujours cette idée que finalement, si tout est calculé, on éviterait la faillibilité impermanente du jugement humain. Et puis de l'autre côté, on a un discours catastrophiste, un discours qui emprunte beaucoup toute une tradition très honorable, d'ailleurs, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, mais de critique radicale de la technologie ou de critique humaniste de la technologie, ou bien de la tradition post-heideggerienne de la critique de la technologie, qui a été en France portée par Jacques Ellul, par exemple, qui revient beaucoup, notamment aujourd'hui, et qui est de se représenter les algorithmes comme la froide rationalité automatique du calcul, et sa colonisation des esprits, des pouvoirs et de l'esprit, et des humains. Alors moi, j'appartiens à une tradition sociologique qui est différente, ou anthropologique qui est différente, qui est de dire que de toute façon, nous formons couple avec les machines depuis l'aube de l'humanité. C'est ce que le roi Gourand disait. Nous ne sommes devenus humains que parce que nous avons pris un outil pour taper sur un arbre ou sur une bête. C'est l'articulation et le couplage entre l'homme et des outils, et ces outils sont devenus des artefacts cognitifs, le plus bel artefact cognitif étant le livre. C'est parce que nous avons déposé une partie de notre mémoire dans des objets, et le livre, et aujourd'hui le numérique, que nous développons d'autres capacités, d'autres compétences, d'autres formes d'articulation, de coopération, etc. Et que c'est des couplages entre les hommes et les machines qu'il faut observer, c'est ces associations-là qui sont intéressantes, et vis-à-vis des algorithmes, mon message est du même type, c'est-à-dire que il est très difficile de s'en passer. En fait, beaucoup de choses sont algorithmiques. Je dis peut-être comme ça rapidement, mais un système électoral, c'est un algorithme. Et le choix du système électoral a des conséquences extrêmement importantes. Si vous prenez un vote uninominal à un tour, vous avez le système anglais bipartisan. Si vous faites de la proportionnelle intégrale, vous avez le système israélien. Donc en fait, en choisissant la manière de calculer la représentation,
C'est-à-dire, c'est une technique de calcul qui est exactement la même chose que ce que essaye de faire Google pour classer l'information, etc. On produit une forme du monde qui est différente. C'est que la technique de calcul, et c'est moi le souci principal sur lequel je voudrais insister, c'est que la technique de calcul, elle enferme une politique, une vision du monde, une représentation de l'information, et elle a donc des effets, et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser aux informaticiens, qu'il faut essayer de comprendre quels sont les formats statistiques qui ont été mis dedans par les ingénieurs payés par les entreprises qui ont des intérêts, hein, et donc comprendre quelle est en fait la manière dont on engramme dans une technique procédurale de calcul des représentations et des visions du monde devient un point très important. Alors, il est important ce point parce que, me semble-t-il, je vais essayer de le dire simplement, le pouvoir qu'exerce sur nous, alors ça ne vaut pas pour tout, mais enfin bon, on garde ça pour la discussion. Le pouvoir qu'exercent aujourd'hui les algorithmes sur nos numériques, sur nos vies, c'est pas qu'ils agissent sur nous, c'est qu'ils agissent sur l'environnement. Hein, et par là, j'entends, et en cela, ils sont exactement ce que Michel Foucault appelait le néolibéralisme, c'est-à-dire, avec une certaine fascination d'ailleurs pour le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils agissent sur les règles du jeu et pas sur les joueurs. Et ils nous donnent incessamment l'impression de construire un espace dans lequel chacun a l'impression de se mouvoir librement. Alors, effectivement, ils ne nous asservissent pas. Effectivement, on choisit. Effectivement, Google nous donne la possibilité infinie d'aller sur la page champ, hein, la recherche d'informations. Donc, il ne nous contraint pas, mais il façonne l'environnement dans lequel nous sommes amenés à agir, et d'ailleurs renvoie, très néolibéral, toujours la responsabilité vers l'utilisateur. Hein, ce que dit toujours Google à son internaute désarçonné et critique, c'est de dire, mais j'ai classé de 1 à 100, mais tu peux aller sur la page champ, voir le millième lien, pourquoi tu ne t'y rends pas? Donc il y a cette idée que, en fait, une des critiques qu'il faudrait, enfin me semble-t-il, porter sur le nouveau pouvoir des calculs, c'est de bien comprendre que ils sont moins en train, et c'est là en ce sens-là que je ne retrouve pas dans les critiques de l'idée que nous serions complètement automatisés, rationalisés, etc. Non, nous vivons dans un monde où nous n'avons jamais eu accès à autant de connaissances et d'informations. Et ce n'est pas les algorithmes qui nous enferment pour ça. On a accès à une masse qui n'a jamais été vue dans l'histoire de l'humanité, de connaissances et d'informations aujourd'hui. Vous avez tous les cours de Gilles Deleuze du Collège de France en vidéo sur un site. Vous pouvez voir tous les scolies des commentaires de Spinoza commentés par les meilleurs spécialistes du monde. C'est gratuit, c'est accessible sur le web. Simplement, ça ne va pas arriver sur la première page de Google. Voilà. Et ce principe de donner aux internautes le sentiment qu'ils se meuvent librement dans un espace qui pourtant a été entièrement architecturé par le calcul est, me semble-t-il, le point d'entrée critique de cette nouvelle gouvernementalité, hein, au sens où c'est une conduite des conduites. Hein, c'est pas une prescription sur la conduite, mais c'est bien une sorte de conduite des conduites parce que l'environnement a été construit par Google, par Facebook et par les autres. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, mais que je ne vais pas vous détailler, c'est d'essayer de montrer que dans les techniques calculatoires du web, chaque technique de calcul, enfin je dessine 4 grandes familles de calcul qui proposent des visions du monde différentes, hein, et vraiment très différentes. Il y a une vision du monde, les mesures d'audience, reprend le principe de je hiérarchise par la popularité. Et la popularité, c'est la valeur que les médias traditionnels, avec médiamétrie, ont toujours utilisée pour mesurer la popularité des informations télévisées, radiophoniques ou de la presse. Google mesure avec un autre principe très subtil, alors je ne vais pas entrer dans les détails de son fonctionnement, qui n'est pas la popularité, qui est de considérer que l'information qui doit être classée en haut a le plus d'autorité. Et par autorité, ce que Google entend, c'est qu'elle a reçu le plus de liens hypertextes venant d'autres sites qui ont reçu le plus de liens hypertextes. C'est le fait de la reconnaissance par la citation, qui a été repris d'ailleurs à l'univers scientifique, qui produit le classement, et qui produit toujours le classement que fait Google, même si évidemment quand vous avez reçu beaucoup d'autorité, c'est-à-dire beaucoup de reconnaissance par les autres sites, vous allez avoir beaucoup de clics et donc beaucoup de popularité. Mais on confond souvent l'idée de la popularité et de l'autorité. Sur Google, en page 2 ou en page 3, vous pouvez avoir des sites qui ont reçu beaucoup de liens, c'est-à-dire qu'ils ont été cités par beaucoup d'autres gens qui ont eux-mêmes reçu été beaucoup cités, sans qu'ils aient une audience
en termes de clics qui soit très forte. Le web social a amené la question de la réputation, et notamment des réputations individuelles, de la circulation, on pourrait dire des vanités, en tout cas des informations, de la viralité, etc., comme étant le principe clé de la constitution de l'ordre de l'information, avec un ordre de l'information qui s'appuie beaucoup sur les individus et sur leur sociabilité, puisqu'on choisit des amis, et en fait, quand on choisit des amis, on choisit ce qu'on va voir. Hein. Et évidemment, on ne choisit pas des amis de façon tout à fait indifférente. Les distributions sociales et culturelles vont être au principe du fait que ceux qui ont des amis qui ont du capital culturel, qui ont une diversité, une hétérogénéité géographique, une hétérogénéité sociale, etc., vont s'enrichir de l'algorithme, et que ceux dont le réseau social construit sur Facebook est homogène, homophile, territorialisé et peu diplômé, on va dire, vont s'appauvrir. Hein. Et donc l'algorithme ne fait que, dans ces cas-là, que reproduire des inégalités sociales qui sont présentes chez les internautes et contribuer à renforcer des inégalités. Et puis, il y a une quatrième famille d'algorithmes, et c'est sans doute le point... Alors, là, c'est extrêmement compliqué à décrire, mais qui est le plus central aujourd'hui dans ce qui est en train de se jouer, et qui est en train, en fait, un peu de bouleverser même le genre de raisonnement que moi je peux avoir, qui est que ce que font maintenant les informaticiens, les mathématiciens, les ingénieurs, c'est qu'une technique ancienne, mais devient maintenant efficace. Et cette technique s'appelle le machine learning. Alors, machine learning, c'est-à-dire méthode d'apprentissage. Par méthode d'apprentissage, il faut comprendre que le calculateur n'a plus besoin d'avoir des règles préalables. Il va prendre les données et tester toutes les hypothèses de règles préalables pour trouver celle qui est la plus efficace. Et donc, d'une certaine manière, quand les informaticiens disent « la machine apprend toute seule », la machine apprend ses propres règles, hein, parce qu'on lui a donné un objectif d'efficacité à la fin. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très très clair comme ça. Mais bon, c'est devenu... les puissances de calcul sont suffisamment fortes aujourd'hui pour mettre en place ce raisonnement, hein, qui est un modèle qu'on appelle bayésien, qui est un modèle de probabilité subjective. D'une certaine manière, le principe existe depuis le XVIIe siècle avec Bayes. Laplace, qui a été le grand théoricien en fait de ces probabilités subjectives, elle modifie d'une certaine manière le paradigme. Peut-être, je vais essayer d'être plus simple comme ça. Le paradigme de la connaissance, et pour le mathématicien ou pour l'informaticien, ou pour l'économiste ou pour le sociologue, c'est qu'on a des données et on pose des hypothèses sur les données. Et l'hypothèse qu'on va poser, c'est qu'il y a une corrélation. On va tester la corrélation entre la variable A et la variable B, puis on va vérifier s'il y a cette corrélation. Toutes choses étant égales par ailleurs, diront les économistes, qui essaient d'éviter le bruit que font les autres variables sur la corrélation entre les deux variables qu'on est en train de tester, et puis vérifier leur modèle. Bon, aujourd'hui, on va mettre toutes les données, on ne va pas mettre de modèle en entrée du système. En revanche, tous les modèles possibles, donc des millions de modèles possibles, vont être calculés. Et parce qu'on aura donné un résultat, un objectif à l'algorithme, qu'on appelle l'apprentissage supervisé, il va nous trouver le modèle adapté à la situation. Donc vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle le deep learning, là, ce qui est le grand mouvement actuel sur la reconnaissance d'images, qui a battu là, au jeu de Go. Hein, c'est un système dans lequel on n'apprend pas du tout à jouer au Go au système. Ou à peine. On lui envoie toute une série de parties, il apprend ses parties, puis ensuite il joue contre lui-même, et il fait des millions de parties contre lui-même. Et à force de jouer contre lui-même, il a défini les règles et les modèles pour être plus performant qu'un joueur humain dans cette affaire. Alors, c'est la grande transformation qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Elle a une particularité, alors là c'est pour vous rassurer, c'est que ça fonctionne parce qu'on lui a donné un objectif. Hein. Et donc, en fait, si on cherche un peu l'esprit, on pourrait dire, et je pense que politiquement c'est très important, qui guide ces nouveaux calculs et toute cette économie du web, c'est un simple calcul d'utilité et d'efficacité. Hein. Et ces algorithmes ne sont pas intelligents, simplement ils sont efficaces. Hein. Et c'est la grande nouveauté qui a été mise en place. Peut-être Quel exemple je pourrais vous donner voilà. La traduction automatique. Donc vous aviez, dans les années 80-90, ce qu'on appelait alors l'intelligence artificielle, voulait rendre la machine intelligente en lui apprenant le langage.
hein, et donc lui apprendre la syntaxe, lui apprendre les ontologies, lui apprendre des règles hautes de raisonnement. Hein. On demandait à la machine de faire des raisonnements symboliques de haut niveau, qui soient des raisonnements linguistiques sophistiqués pour transférer une langue dans une autre langue. Donc il y avait cette idée que la machine devenait intelligente, et on a beaucoup appelé ça intelligence artificielle, le terme vient des années 60 et va se répandre jusqu'aux années 80. Bon, ce modèle a craché contre un mur, hein, ça ne marche pas. Dans les années 80, la machine n'arrive pas à être intelligente parce que les règles symboliques sont trop sophistiquées et elles se heurtent à la variété des contextes, qui sont multiples, nombreux, extrêmement divers, et du coup elle se trompe beaucoup, elle se trompe énormément. Et derrière, IBM puis Google se sont mis à dire, bon, on va apprendre, on va transformer les contextes en informations et en données. Et pour transformer les... Et du coup, on va arrêter de lui apprendre la grammaire, la syntaxe, l'ontologie, des dictionnaires sophistiqués et des règles de raisonnement logiques extrêmement abstraits. On va lui demander de faire des corrélations statistiques. Hein. Et il lui faut un objectif. On va prendre tous les livres qui ont été traduits. Hein. C'est pour ça que Google mange tellement de livres aussi. Hein. On va prendre... La Commission européenne était très parfaite parce qu'avec les merveilleux traducteurs de la Commission européenne, on a le même texte traduit en 6 langues. Et mot à mot, puis 2 mots par 2 mots, puis 3 mots par 3 mots, on vérifie s'il y a toc, 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 toc. Et donc la machine teste des doublets, triplets, quadruplets de mots, puis elle voit s'il y a bien dans sa base de données les 4 mots qui ont été traduits ensemble dans les 2 langues. Donc elle a bien un objectif, elle peut vérifier dans sa base de données, de contexte, de texte, où la traduction c'est bien ces 4 mots-là vont avec ces 4 mots-là. Elle calcule à toute vitesse, à très très bas niveau, et elle arrive à produire une traduction qui est un peu meilleure. Elle ne sera jamais parfaite, elle ne peut pas être parfaite avec ce modèle statistique, mais avec des probabilités de corrélation qui sont plus fortes que le modèle dit intelligent d'autrefois. Alors voilà, j'espère avoir été clair et pédagogique. C'est ça la nouveauté calculatoire du machine learning, c'est ça qui bat au jeu de Go, c'est ça qui est en train de détecter les images, c'est ça qui est en train d'arriver, et c'est ça qui nous pose un problème politique, je crois, très important, c'est que plus personne ne sait ce qu'a fait la machine. Elle a fait des statistiques à très bas niveau, elle a testé tous les modèles possibles et imaginables, mais même ceux qui l'ont programmé ne comprennent pas ce qu'elle est en train de faire parce que c'est pas compréhensible. Hein. C'est des systèmes, un des systèmes, il y a plusieurs systèmes mis en place, mais un des systèmes les plus, disons, c'est celui qui aujourd'hui fait du bruit, mais il y a des modes hein, dans l'informatique comme dans les autres. C'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Hein. On met des couches de réseaux de neurones. Alors on appelle ça neurone, c'est une pure métaphore, ça n'a rien d'un neurone, hein, mais on découpe en fait l'information en toutes petites parcelles qu'on envoie sur des tout petits nœuds d'information, et puis les nœuds d'information vont apprendre en fonction de l'objectif, et puis d'une certaine manière le modèle n'existe plus comme une abstraction symbolique que nous humains pouvons comprendre, mais le modèle c'est que on a pris 100 000 photos, on sait qu'il y a 10 000 photos de chats. Le modèle a tourné pour reconnaître les chats sur les 10 000 photos parce qu'on lui a dit « là, il y a un chat ». Et après, le modèle va pouvoir tourner sur les 90 000 photos qui restent et retrouver les chats. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a un chat, mais il a appris les chats des 10 000 autres premières photos. Pour apprendre qu'il y a un chat, dans les neurones, c'est déposé des tout petits signaux, un bout de queue, un bout de moustache, un bout de truc, etc. On ne le comprend plus quand on le lit, on ne peut pas le lire comme on lirait des règles d'une équation, mais à très bas niveau, les neurones ont conservé des petits morceaux d'informations qui, recollés les uns avec les autres, à toute vitesse dans le calcul statistique, arrivent effectivement à retrouver des chats dans des photos où ils ne savaient pas qu'il y avait un chat. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est le modèle qui arrive. Ce modèle, il est très ennuyant, je crois, pour faire débat. C'est que, évidemment, demander la transparence des algorithmes ne sert pas à grand-chose, hein, puisque ceux qui les programment ne savent plus ce qu'ils font. Hein, ils savent ce qu'il y a en entrée, ils savent ce qu'il y a en sortie, mais à l'intérieur, on ne voit pas la procédure. Peut-être une troisième chose que je voulais dire, alors, qui est un argument moi, que je soutiens beaucoup dans l'ouvrage, c'est que l'ambition, et qui est là aussi politiquement, je pense, très importante, qui anime, on pourrait dire, le calcul numérique nouveau des big data, c'est celui de calculer la société par le bas. Et que c'est une transformation qui est assez subtile et qui épouse beaucoup des traits de l'individualisme contemporain.
ou des formes, des dispositifs d'individuation contemporaine, pour le dire dans le jargon. La statistique sociale, et là tous les travaux d'histoire de la statistique l'avaient magnifiquement montré, elle est liée à la construction de l'État. C'est quand l'État est apparu qu'il a dénombré sa population, qu'il a voulu la représenter, qu'il l'a mise dans des catégories, que ces catégories ont servi à la gouvernance des politiques publiques, on pourrait dire, qu'elles ont aussi construit des conventions collectives qui sont liées au travail, le monde du travail, les filières professionnelles, les conventions professionnelles s'appuient tous sur l'identification catégorielle des métiers, des filières, etc. Et d'une certaine manière, on produisait la société par le haut avec des catégories. Et ce socle catégoriel qui fait convention à la fois pour les politiques publiques, mais aussi pour les individus qui s'auto-identifient à leur catégorie d'appartenance, âge, sexe, profession, diplôme, territoire, métier, ont servi à produire les statistiques et les représentations calculées de la société pendant très longtemps. Et tout le rôle de la statistique sociale, la statistique de l'INSEE, c'est de représenter les individus à travers les catégories. Ça a été aussi le rôle du marketing traditionnel, de représenter ses clients ou son public pour un média à travers des catégories d'âge, de population, de niveau de revenu, de métier, de profession, etc. Alors, ce qui se joue beaucoup dans les mondes du web actuel, c'est précisément de calculer les individus sans les affecter à des catégories. Et alors, sans les affecter à des catégories pour deux raisons. La première, c'est les calculateurs, parce qu'ils sont en train de mettre en place la technique que j'ai essayé de vous expliquer là tout à l'heure, qui est de calculer très très bas et de calculer sans modèle. Et donc de calculer sans modèle, on n'a pas du tout besoin d'avoir les catégories des personnes, on a besoin d'avoir la trace de leur comportement. Dans une sorte de behaviorisme, de comportementalisme radical, on suit leur navigation sur le web. On n'a pas besoin de savoir si c'est un homme, une femme, quel est son âge, etc. On a besoin de savoir quelles sont la trace de ces navigations pour la comparer aux millions d'autres traces de navigation. Mais on compare des singularités de traces à d'autres singularités de traces en évitant le plus possible. En réalité, c'est pas ce qu'ils font. Mais leur idée, c'est ça. En essayant de comparer des comportements singuliers à d'autres comportements singuliers sans les représenter à travers cette montée en généralité qui était le travail de la catégorie qui était fait par les statistiques traditionnelles. Alors, c'est un mouvement qui appartient aux nouvelles techniques de calcul, celles que j'ai évoquées sous le nom de machine learning, et c'est évidemment un mouvement qui appartient aussi à beaucoup des discours de nos sociétés sur l'idée que nous sommes des individus singuliers et que nous sommes plus que les catégories par lesquelles nous avons été représentés, à la fois par les partis politiques, par les syndicats, par les médias, par des représentations du monde social construites comme des agrégats et des collectifs, vis-à-vis duquel, dans le monde de la consommation, des styles de vie, enfin vous connaissez ça par cœur, l'idée d'être un individu singulier et d'avoir des comportements singuliers devient très très centrale. Bon, ça a plein d'effets, peut-être qu'on garde ça pour le débat. Ça a par exemple un effet sur la question de la moyenne. La statistique sociale, par le haut, évidemment, la question du calcul fréquentiste de la moyenne était absolument centrale. Il y avait une moyenne de la société, il y avait des distributions, il y avait un coefficient de Gini, il y a des manières de représenter la société comme un collectif avec une totalité, parce qu'on a organisé les catégories d'une manière particulière. Les techniques statistiques actuelles ne fonctionnent plus sur l'idée de la moyenne. C'est-à-dire qu'on peut, d'une certaine manière, être un singulier dans les calculs proposés, en tout cas la prétention de certains calculs proposés. Peut-être pour vous donner un exemple, j'ai l'impression d'être très abstrait. Les algorithmes de recommandation musicale, qui sont ceux qui marchent plutôt bien parce qu'ils s'appuient sur quelque chose de très simple, qui est que c'est nous qui sommes réguliers dans cette affaire. Si vous aimez Stromae et Beyoncé, il va vous proposer des trucs très centraux que tout le monde est en train d'écouter parce que c'est très populaire. Mais si vous écoutez John Cage, il ne va pas vous proposer Beyoncé, il ne va pas vous ramener vers le centre. Il va vous proposer d'autres musiciens américains contemporains de musique du XXe siècle. Parce que il n'est plus en train de ramener vers le centre avec une courbe de Gauss ou un coefficient de Gini la population. Il est en fait en train d'individualiser des recommandations personnalisées en fonction des traces de navigation singulières que vous avez produites et qu'il va comparer à d'autres traces de navigation singulières. En ça, ils sont vraiment des instruments de la revendication individualiste ou de, je mets des guillemets bien sûr, présente dans nos sociétés. Alors ça nous adresse plein de questions et je lance ces questions juste pour conclure et faire débat. Est-ce que ça marche ?
La première. Là, je vous ai décrit le monde idéal vu par les algorithmes. En réalité, il marche pas très bien. Hein. Il marche pas très bien. Alors, il marche pas très bien parce que, contrairement à ce qu'on nous dit beaucoup, il n'y a pas beaucoup de données. Hein. Et l'idée que la vie elle-même, que nous sommes capturés à plein d'endroits, est en fait assez fausse. Hein. Et quand on travaille avec des données, qu'on voit ce que c'est, on n'est pas en train de raconter toute notre vie sur Facebook. Facebook, c'est beaucoup de choses de nous, et beaucoup trop de choses de nous. Mais en fait, il ne sait pas tout de nous. Il y a plein de choses qui manquent. Les capteurs sont assez imprécis, imparfaits. Il y avait Google prétendait beaucoup, par exemple, détecter la grippe avec les mots-clés des gens. Bon, ils ont retiré le site parce que c'était tellement imprécis. Hein, ça marche pas, alors que le modèle est très simple, là, pour le coup. Hein, on a affaire à une chose simple. La publicité, ça fait 10 ans que les gens des algorithmes de personnalisation publicitaire nous annoncent qu'ils sont en train de nous personnaliser incroyablement bien. Bon, je pense que vous avez tous testé. Cette recommandation dite personnalisée, elle tombe à côté de la plaque dans 99% des cas. Hein. Elle est extrêmement triviale, elle est très très grossière. Hein. Donc la réalité, c'est qu'ils nous font très peur. Cette idée de la personnalisation, évidemment, nous inquiète beaucoup, mais en réalité, ça ne calcule pas si bien que ça, bon, pour plein de raisons, parce que les capteurs sont imparfaits. Hein. On nous dit qu'on nous calcule le sommeil, il y a une étude qui vient de sortir, très belle. Donc il y a plein d'outils pour sur le téléphone mobile, avec des trucs d'oscillation, etc., pour enregistrer le sommeil. Bon, si vous mettez tous les capteurs ensemble des différentes familles de services qui les proposent, vous avez des variations de 3 heures sur votre temps de sommeil. Donc, c'est pas parce qu'il y a un capteur que le signal qu'il enregistre est la réalité. On oublie toujours qu'un capteur, ce n'est jamais qu'un outil qui cherche à capturer, mais qu'il enregistre aussi beaucoup de bruit et qu'il faut une convention, qu'il faut trouver une métrique et une convention de quantification pour que le signal qui soit dans cette métrique soit reçu comme étant une information pertinente pour le calcul. Donc c'est imparfait, c'est souvent trivial, c'est souvent imprécis. Et puis les utilisateurs sont réflexifs. Alors là, on a une partie plus critique, c'est que, évidemment, ce qui arrive toujours, c'est quand on installe une métrique dans le monde social, les gens sont moins naïfs qu'on l'imagine. Et là avec ce discours, on a toujours un peu l'impression que on est assommé en fait par l'idée qu'il y a une rationalité calculatrice qui avance vers nous. Évidemment, les gens vont jouer avec les calculs, vont tricher avec les calculs, et on commence déjà à le voir. Hein. Moi, je commence ma petite collection de ruses. Il y a les gens sous respirateur, les gens qui ont des apnées du sommeil, là, à cause de la crainte qu'ils ne soient pas remboursés à cause de non-observance, ils laissent tourner leur machine la nuit pour faire. Donc il y a une puce qui envoie au système l'idée que le truc, bon, voilà, etc. Les gens qui font du jogging avec la Nike, le seul objet connecté qui a un peu d'usage, c'est le truc du sport là pour le jogging. Alors maintenant, il y a des systèmes, c'est soit un pendule de Foucault, soit des petits robots qui se déplacent, comme ça vous pouvez vous faire une course de 10 km sans sueur et sans effort, hein, mais vous envoyez le signal directement sur le truc. Beaucoup d'outils ont été développés, notamment face à l'invasion publicitaire. D'abord, 40% des internautes français aujourd'hui sont sous adblock, hein, c'est-à-dire et ça, le marché publicitaire qui cachait ces chiffres est maintenant obligé de le reconnaître et d'ailleurs prétend aujourd'hui s'amender des publicités très très intrusives qu'ils avaient mis en place pour capturer l'attention des internautes. Mais vous avez beaucoup de systèmes qui sont développés qu'on appelle d'obfuscation. L'obfuscation, et qui vont, alors là, on peut, sans faire de prophétie inconséquente, mais se douter que ça va se généraliser avec ce monde numérique des capteurs, c'est d'envoyer des faux signaux au système. Hein. Donc vous avez il y a un petit add-on sous Firefox qui envoie des requêtes à Google toutes les secondes, aléatoires, hein, donc ça trouble le système. Bon, il y a plein de systèmes de brouillage comme ça qui se mettent en place. Deuxième question, est-ce que ma vie personnelle est dans toutes ces traces ? Sans doute pas, en fait, comme je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, mais c'est grave quand même. Hein, voilà, mais on garde ça peut-être pour le débat. Et évidemment, un des enjeux importants de la question sur les algorithmes, c'est de rendre les données aux utilisateurs, de ne pas lui imposer un faux consentement. Hein. Le système actuel est vraiment un système de consentement extorqué, c'est-à-dire que, en fait, vous donnez les données, c'est légalement dans une zone grise, on va dire, mais acceptable juridiquement, parce que au moment où vous avez dit j'accepte dans les conditions d'utilisation d'un site qui vous met dans la situation de chantage absolu, c'est-à-dire il vous dit soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas au site. Hein.
Ben, dans les conditions d'utilisation, il y a je donne mes données, et surtout, il y a je donne mes données à ce site qui peut aussi les revendre ou les redonner à d'autres sites, hein, ce qui est vraiment l'endroit où le consentement est manifestement extorqué. Il faut rendre les données aux utilisateurs, et puis le thème qui vient beaucoup, et qui est un thème de régulation publique, et peut-être qu'on peut aussi en débattre ce soir, et moi qui me semble très important, qui est de remettre de la régulation publique dans le système, et notamment d'essayer d'obliger, et ça vient progressivement, alors on est peut-être au début d'une longue histoire, de demander à ce que les algorithmes soient loyaux. Hein. Et par loyaux, il ne s'agit pas de leur demander d'être neutres, ce qui est un peu contradictoire, mais de leur demander de rendre bien le service qu'ils prétendent rendre et de pouvoir être rétro-ingéniérables. Alors, faire de la rétro-ingénierie, ça veut dire utiliser des outils d'ouverture, du code, de test, de mise en situation et de mise en situation massive. Hein. On peut envoyer des machines virtuelles qui font des milliers de requêtes pour voir un peu ce qui sort, etc. Pour vérifier que les algorithmes rendent bien le service qu'ils prétendent rendre. Hein. Est-ce que Google n'est pas, dont le principe de classement n'est pas idiot, moi je serais prêt à le défendre, mais est-ce que Google n'est pas en train de privilégier ses propres services? Hein. Il y a une enquête depuis 3 ans à la Commission européenne sur la question. Est-ce que Uber n'est pas en train d'afficher des faux taxis sur les cartes de taxi pour faire croire à l'utilisateur qu'il va être servi tout de suite par quelqu'un qui est en train d'arriver vers lui? Alors c'est très probable, là on a des éléments assez probants sur ces questions. Est-ce que Amazon qui dit je te recommande les livres qui ont été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que toi, n'est pas en train de recommander des livres qui n'ont pas du tout été lus par les gens qui ont lu le même livre que toi, mais que Amazon cherche à nous vendre parce qu'il a un contrat avec l'éditeur. Donc c'est ça la question de la loyauté, c'est de se donner des moyens, de vérifier et évidemment d'avoir des instruments de sanction derrière. Et puis on pourrait, et je finis, il y a une question un peu centrale, mais un peu... Moi, je serais très heureux d'avoir vos avis là-dessus, qui est assez difficile, qui est de savoir s'il faut laisser la société se calculer toute seule. Parce qu'en fait, ce qui est en germe quand même dans ce processus, c'est une idée dans laquelle on peut toujours, dans certains cas, on a raison de le faire, dénoncer l'hydre capitaliste et l'intérêt commercial de Google, de Facebook et des autres. Il est clair et évident qu'il anime aussi sa politique d'algorithme. Mais ce qui est au fond de la politique des algorithmes, c'est quand même cette idée que j'ai évoquée initialement, c'est de façonner un environnement dans lequel tout est fait pour que nous nous sentions libres de nos choix. Hein, et je mets des guillemets à libre. Hein, mais on ne force pas. Hein, on recommande, on pousse, on construit l'écosystème environnement dans lequel on se présente les informations, tout en donnant à l'individu l'impression que c'est lui qui a choisi. Hein, et la responsabilité est toujours renvoyée vers l'utilisateur. Hein. Pour reprendre et finir avec l'algorithme de recommandation musicale que j'évoquais tout à l'heure, l'algorithme ne cesse de dire à l'utilisateur, et en cela il est assez typique de ce mouvement de retour de la responsabilité constamment reportée vers l'utilisateur, de lui dire, écoute, si tu n'écoutes, hein, je regarde les traces de ton passé, puis je te propose du futur. Hein. L'algorithme ne voit jamais le futur. Ça, c'est une représentation de science-fiction qu'on a de ces calculateurs. L'algorithme, il calcule le passé, et puis il dit, les gens sont réguliers, on va lui remettre la même chose qu'il a fait dans le passé. Hein. C'est ça, mais même dans la statistique, c'est son mode de calcul. Si tu n'as fait que écouter Beyoncé depuis 6 mois, il n'y a aucune raison que je te mette de la musique plus originale que Beyoncé et ce qu'il y a autour de Beyoncé. Hein. Et montre-moi, toi utilisateur, que tu as des goûts plus variés, plus divers, plus hétérogènes, et dans ces cas-là, je serai effectivement plus varié, plus divers, plus hétérogène. Ce que font effectivement, en partie, ces calculateurs. Hein. Mais ils renvoient du coup cette idée de cette boucle, je prends des traces pour recommander dans la variété des situations. C'est pas qu'il nous enferme, c'est qu'il nous dit arrête d'être régulier et monotone. Hein. Et alors, je le dis de façon, je ne veux pas vous déprimer, mais avec le discours du sociologue, c'est de dire que les algorithmes calculent bien, enfin, ce qu'ils calculent bien, dans beaucoup de choses qu'ils calculent très très mal et de façon très imprécise, c'est les endroits où nous sommes réguliers et nous leur livrons des traces régulières. Et le sociologue, qui ne croit pas beaucoup à la liberté des individus, est bien obligé de reconnaître que nous avons pas, enfin, si, qui croit à la... J'aurais pas dû dire ça. Mais qui sait que nous sommes
guidés par toute une série de déterminations assez profondes qui sont inscrites en nous, qu'on appellera notre habitus, qui sont la manière dont nous avons incorporé des éléments de position sociale, de structuration de notre histoire, de socialisation, etc., fait qu'effectivement, les goûts musicaux ont une forme de régularité structurante chez les individus en fonction de toute une série de variables, à la fois individuelles mais aussi de position sociale, que les déplacements dans l'espace urbain sont aussi très très monotones et que vous êtes beaucoup moins divers que vous ne le pensez dans vos trajectoires et que comme elles sont très régulières, elles sont très calculables, que l'air de rien, en fonction de nos positions idéologiques et politiques, nos amis, le choix que nous avons fait de nos amis, le choix que nous avons fait même de nos amours, est assez proche socialement, culturellement, politiquement, et que parce que dans nos conduites, nous avons des comportements relativement réguliers et homophiles, les traces que nous laissons de ces comportements conduisent les algorithmes à ne faire que reconduire des phénomènes qui sont déjà très réguliers. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas déprimé ni trop perdu.